15 août 1944. Débarquement allié en Provence. Les combats font rage. L'escadrille française 233 prend part à ce dernier assaut pour libérer le sud de la France. La victoire est toute proche, mais a un goût amer. Depuis 2 semaines, un des pilotes de l'escadrille manque à l'appel. Ce pilote s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, sa légende n'a pas fini de grandir. Il est le symbole de l'époque de la conquête du ciel, l'écrivain français le plus lu au monde. C'est un paradoxe. C'est un homme qui a 1001 facettes. Était-il aviateur? Était-il écrivain? Était-il philosophe? Qu'est-ce qu'il était d'autre? Toute sa vie, Saint-Exupéry échappera à tout classement. Il ne sera jamais là où il veut être, mais à chaque fois, il tombera bien. Il voudra être artiste, il deviendra pilote. Il pensera être un mauvais écrivain, il écrira Le Petit Prince. Ce qui est fascinant dans la vie de Saint-Exupéry, c'est la façon dont les éléments du hasard sont transformés par une personnalité exceptionnelle. Ça s'appelle un destin. Il deviendra l'un des fous volants de l'aéropostale, survivra à 9 crashs d'avion, écrira des chefs-d'œuvre, aimera les plus belles femmes de son époque. Tout ça, la tête dans les nuages. Saint-Ex est un intuitif, profond. C'est un rêveur. Il a un peu préfiguré l'homme parfait de notre temps. On rêve tous quelque part de faire quelque chose d'étonnant. Et si en même temps, on est capable d'écrire un bouquin qui se vende à 130 millions d'exemplaires, là on a vraiment gagné le jackpot. Il ne se cachera pas derrière sa célébrité. Au moment de l'ultime épreuve, il choisira le combat. Il n'en sortira pas vivant. Ce qui a fondé le mythe, c'est bien sûr d'abord la mort. C'est la mort légendaire, c'est l'homme dont on n'a pas retrouvé le corps. Mais 55 ans plus tard, on fera une découverte exceptionnelle. On repêchera par miracle la gourmette de Saint-Ex, puis son avion. On retrouvera ensuite le pilote allemand qui clame l'avoir abattu. Mais les doutes persistent, l'énigme reste entière. Tout contribue à faire vivre la légende de Saint-Exupéry. C'est le dernier grand chevalier. C'est le chevalier du XXe siècle. Tonio, comme l'appellent ses proches, est un enfant distrait et rêveur. Il est né dans une des plus vieilles familles de France le 29 juin 1900, au moment où l'humanité relève un nouveau défi, celui de la conquête du ciel. L'aviation à l'époque était une grande affaire romantique. Les journaux racontaient les faits et gestes des aviateurs de l'époque. Et comme il est né avec le siècle, il est né en 1900, c'est plus facile, Blériot traverse la Manche, il a 9 ans. Il sait déjà lire, et c'est dans tous les journaux du monde, donc il le lit. C'est l'époque des premiers pas de l'aviation, où les records se mesurent en mètres parcourus, et où les vitesses sont à peine plus élevées que celles du cheval au galop. Les merveilleux fous volants sur leur drôle de machine, quoi. C'était à la fois une condamnation un peu ironique et puis quelque part une façon d'admirer, de dire son admiration pour ces gens-là. Antoine est fasciné par les exploits des premiers aviateurs. Tous les garçons de son époque rêvent de devenir pilotes, mais peu vont passer à l'acte. Là où il a été différent, c'est lorsque, avec son frère, il s'était échappé de la maison de Saint-Maurice de Rémas pour aller jusqu'au petit aérodrome qui se trouvait à une quinzaine de kilomètres de là, en Berrieux. Et là, ils avaient pris leur baptême de l'air. Il vole pour la première fois. Il n'a que 12 ans. Il avait dû en revenir transcendé. Je pense que c'est là qu'il a eu le virus. Pendant quelques années, le virus se met en sommeil. À 19 ans, Antoine rêve de faire les beaux-arts, ou navals, comme tous les jeunes gens de bonne famille. Il échoue. Il finit par intégrer l'armée de l'air, où il passe son brevet de pilote. Mais une fois son service terminé, il se presse à trouver un vrai travail. Être aviateur n'est pas encore un métier. Il doit gagner de l'argent. Il est très, très pauvre. Il est d'une famille qui remonte au moins jusqu'aux croisades, mais il est désargenté à un point que vous ne pouvez imaginer. Il devient un vendeur de camions. Il a 26 ans. Il est convaincu d'avoir raté sa vie. C'est un rendez-vous à Toulouse, le 20 octobre 1926, qui va tout changer.
Il se rend au siège de la compagnie Latécoère, future aéropostale, qui recrute les pilotes de ligne. Ce jour-là, Antoine a rendez-vous avec son destin. L'aéropostale se lançait dans un pari fou. Transporter le courrier par avion sur 5000 km vers Dakar, avec des appareils mal adaptés. Ces avions, hérités du premier conflit mondial, étaient conçus pour des missions courtes. Leur autonomie ne dépassait pas 500 km. D'où donc la nécessité pour la Latécoère d'installer des bases locales, ce qu'ils appellent des aéroplaces, avec des bureaux, des moyens techniques pour entretenir, voire réparer les avions. Les escales couvrent la côte espagnole, de Barcelone à Gibraltar, pour ensuite affronter l'Afrique. Plus d'une centaine de pilotes risquent leur vie pour assurer cette liaison régulière. À la tête de ces fous volants, Didier Dora, organisateur de génie. C'est lui qui prend la décision d'engager Antoine de Saint-Exupéry. Dora a une idée derrière la tête. Mais pour l'instant, le nouveau doit faire ses preuves aux ateliers. Passage obligé pour toute nouvelle recrue. Bienvenue à l'aéropostale, monsieur le comte. Il met les mains dans le cambouis. Il mouille sa chemise, comme on dit aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'aller sur le terrain, de se frotter aux tâches les plus simples, les plus humbles, et surtout d'être dans cet esprit de camaraderie. À Toulouse, Syntex, comme on le surnomme désormais, rencontre ses nouveaux camarades. Mermoz, Rigel, Guillaumet, Rennes. Jeunes et intrépides, ils savent que chacun d'entre eux peut laisser sa peau du jour au lendemain. De cette bande d'amis, aucun ne vieillira. Tous vont disparaître en vol. Entrer dans l'aéropostale, c'était un sacerdoce. Petit à petit, Didier Dora a réussi à créer une espèce de religion autour du courrier. La phrase connue, quoi, le courrier doit passer. Et voilà, le courrier devait passer. Il conduisait ses hommes comme il conduisait son escadrille au combat. Le courrier doit passer à n'importe quel prix. Les risques sont élevés. Un vol sur 6 en moyenne subit une panne. Beaucoup de pilotes craquent. Sur 126 recrues, 50 démissionnent. 7 pilotes meurent en mission. Les machines au service de la ligne sont les célèbres Breguet 14, merveille technologique de la fin de la Première Guerre mondiale. Sa vitesse de croisière est de 145 km/h. Il peut monter jusqu'à 5000 mètres d'altitude. L'aéropostale a utilisé ces avions dans des zones désertiques avec des écarts de température importants et les moteurs n'étaient pas conçus pour ces conditions. Le pilote doit donc connaître son itinéraire pour savoir où se poser en urgence. Quand Syntex est enfin autorisé à effectuer son premier vol, son ami Henri Guillaumet lui fait apprendre par cœur son itinéraire Toulouse-Casablanca. Pas d'aérodrome de secours, pas de carte précise, pas d'appareil de vol. Saint-Exupéry ne peut compter que sur ses propres réflexes. Ils avaient un indicateur de vitesse auquel on pouvait plus ou moins se fier. Et l'altimètre, il n'était même pas sur le tableau de bord comme on le voit maintenant ou comme on voit des instruments sur nos voitures. L'altimètre, il le portait au cou. La navigation se faisait uniquement à vue. Il n'était pas question de rentrer dans les nuages, il n'y avait aucun instrument. Il faut voler tous les jours, par tous les temps, en évitant les nuages et les cimes des montagnes. Syntex doit donc suivre la côte. Ici, un autre danger guette l'aviateur et son zinc. Quand on approche de Malaga, par exemple, les vents qui soufflent au-dessus de la Sierra Nevada sont d'un danger mortel. Les types étaient parfois dans les turbulences terribles. Les bretelles qui les retenaient cassaient. Alors on a eu des pilotes expulsés de l'avion. Le passager se retrouvait tout seul. On peut penser à ce qu'était son agonie dans un avion perdu qui allait à un moment ou à un autre se fracasser. Puis il est arrivé que des pilotes perdent aussi des passagers. Eh bien ça n'a pas fait reculer les gens. Passé Gibraltar, Saint-Exupéry découvre l'Afrique. Ici, les dangers sont différents.
très vite à partir du sud marocain, au-delà d'Agadir. Ils tombaient dans des zones où il y avait des chefs de guerre qui avaient très très vite compris que les avions de l'aéropostale, eh ben, ils s'arrêtaient très souvent parce qu'ils avaient la panne. Et quand ils s'arrêtaient, si on pouvait récupérer et le courrier et les équipages, on pouvait obtenir des rançons. C'était le principal danger. On a perdu pas mal de gens dans ce genre de circonstances. Les seuls endroits où les avions peuvent se poser en toute sécurité sont les escales installées par la compagnie sur la côte africaine. Un de ces points stratégiques est menacé depuis peu. Cap Juby, petit fortin espagnol, en pleine zone rebelle. Depuis un certain temps, les relations entre les locataires français et les autorités espagnoles se sont envenimées. Les Français accusant les Espagnols de ne pas faire preuve d'autorité face aux rebelles du désert qui chassent les avions. Perspicace, Didier Dora décide de confier la mission délicate de sauvetage de Cap Juby à un jeune homme de 27 ans, Saint-Exupéry. Il récupère un gars qui est tout à la fois extrêmement poli, courtois, qui sait parler, qui sait tenir une place, on va dire, dans une conversation, qui en plus sait compte et qui en plus sait piloter. Il sait ce que c'est qu'un avion, il sait ce que c'est qu'un moteur, donc il sait un peu tout ce qu'il faut savoir et il correspond à ce schéma dont Dora a besoin pour occuper les forts le long de la côte, Cap Juby, Villa Cisneros. Arrivé sur place, l'intéressé déchante. Son royaume est composé de quelques hangars pour les avions et d'une baraque où loge le personnel. Ses sujets, 4 mécaniciens et 10 morts. Seule distraction, des vols pour essayer des avions réparés. Lors d'un tel vol, il se retrouve en plein désert. Son avion est tombé en panne. Il passe la nuit près de son appareil. Seul, face à l'immensité du monde, il découvre le désert. C'est là où il va voir que la nuit est constellée d'étoiles. C'est là où il va tout d'un coup comprendre qu'il fait partie de cette unité cosmique, stellaire, etc., planétaire. C'est là où, justement, il va se découvrir. C'est dans ce désert que, quelques mois plus tard, va naître la légende de Saint-Exupéry. Le 18 juillet 1928, il reçoit un message. Avion de Rigel en panne, dans la zone rebelle. Saint-Ex décide d'aller le récupérer. Là, il a révélé son courage parce que se rendre en zone interdite, en sachant que l'avion en panne était arrêté quelque part, sans personne autour. Sans personne autour, il suffit de se balader dans cette région-là, il n'y a personne. 5 minutes après, vous voyez des têtes qui surgissent sur les dunes, il y a des gens partout. L'opération a duré 3 jours, entre aller et retour. Quand ils sont arrivés donc sur le site, ils ont commencé à démonter le moteur, mais les gardiens vigilants avaient aperçu des rebelles. Plusieurs jours de réparation, sous la menace d'une attaque imminente. Le moteur est enfin réparé. Saint-Exupéry prend l'avion pour l'amener à la base de Cap Juby. L'opération est inédite et lui vaut l'estime des chefs de guerre locaux. Il a cette grande force charismatique, hein, du chef quelque part. Saint-Exupéry fait faire des baptêmes de l'air aux chefs de tribu. Il essaie de comprendre et d'apprendre leurs coutumes. Il est le premier blanc à partir sans protection dans la zone rebelle, juste pour boire du thé. Il se présente devant ces berbères avec honnêteté, avec respect. Il ne vient pas en conquérant, il ne vient pas de toute sa hauteur. Il va apprendre à parler dans la langue arabe. Grâce à ses bonnes relations avec les locaux, Saint-Exupéry arrive à libérer plusieurs pilotes de l'aéropostale, détenus comme otages. Il aide également les Espagnols à maintenir la paix sur leur territoire. Il est l'intermédiaire parfait. Didier Dora avait raison.
Donc c'est là, à Cap Juby, qu'il devient quelque part un héros, parce qu'il est capable d'être ressenti, compris, aimé des populations locales. Les résultats excellents de son séjour africain lui valent une nomination à la Légion d'honneur. Dans les troquets de pilotes, de Toulouse à Dakar, on se délecte des exploits de Syntex. On le prend pour une tête brûlée. Lui ne fait qu'accomplir son devoir. C'est pas un aventurier. Il y a des choses qui doivent être faites, qui parfois sont dangereuses. Il faut les faire en tant que telles. Le jeune pilote de 28 ans a réussi une mission impossible. Cap Juby est sauvé. Mais cette escale n'intéresse plus l'Aéropostale, qui se lance dans la conquête des Amériques. La technologie aéronautique se développe au pas de course. Les engins gagnent en puissance et en fiabilité. Les nouveaux équipements de bord permettent les vols de nuit. Le saut au-dessus de la Grande Mare devient enfin possible. En 1926, Ramon Franco traverse l'Atlantique Sud en hydravion. Un an plus tard, un jeune pilote américain, Charles Lindbergh, relie pour la première fois New York à Paris. La route des Amériques est désormais ouverte. Antoine de Saint-Exupéry est nommé directeur de la filiale argentine de l'Aéropostale. Arrivé à Buenos Aires, il retrouve ses amis Mermoz et Guillaumet. Cette fois, leur tâche est bien plus ardue. Traverser la cordillère des Andes. Au début de l'aviation, on volait sur des trajets faciles. Donc d'abord qui étaient courts, et puis ensuite qui n'étaient pas trop vallonnés, ou pas avec de grosses montagnes. Dès lors que l'aspect montagne apparaît, la donne change considérablement. La cordillère des Andes s'étend sur tout le continent sud-américain. Certains sommets culminent à 7000 mètres. À cette époque, aucun avion ne pouvait atteindre cette altitude. Si on n'arrive pas à monter, il faut qu'on passe dans les vallées, il faut qu'on évolue près du relief, et là, le facteur vent intervient. Comme un bateau qui tire des bords, ils zigzaguaient, ils passaient, ils utilisaient les cimes pour se protéger parfois des vents, mais se protégeant des vents, ils étaient dans les rouleaux de turbulence provoqués par les vents sur la cime en question. C'était quelque chose de purement sportif. C'était vraiment physiquement du sport. Il fallait être toujours du bon côté de la montagne, de manière à ce que l'avion, naturellement, monte sous l'effet du vent, et surtout pas l'inverse. C'est le pays des pierres qui volent. On appelle ça le pays des pierres qui volent parce qu'il y avait des vents tellement forts qu'on lance une pierre. Pendant un moment, elle va partir à l'horizontale avant de retomber. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Le pays des pierres qui volent. Henri Guillaumet, un ami proche de Syntex, fait les frais de ce phénomène. Le 13 juin 1930, il part de Santiago de Chili pour Mendoza. Le temps est mauvais, c'est l'hiver austral. Guillaumet cherche à se faufiler entre les cimes et les nuages. Il vole à vue. Soudain, il est pris dans un courant d'air descendant. Il a beau accélérer, cabrer son appareil, rien n'y fait, il descend. Le vent le cloue au sol. Eh bien, il a décidé de se poser. Il s'est posé le long de la laguna, du lac de montagne, quoi. Hein. Et puis, il a capoté à l'atterrissage. Dans la neige, il a capoté, c'est-à-dire qu'il est passé sur le dos. Guillaumet est déclaré disparu. Syntex part à la recherche de son ami. Pendant plusieurs jours d'affilée, il survole la zone. Il prend tous les risques, vole très bas, mais ne trouve rien. Tout le monde le tenait pour mort, c'était fini, quoi. Hein. Les Argentins disaient la cordillère ne rend pas les hommes qu'elle a pris. Saint-Exupéry poursuit inlassablement les recherches. Il ne croit plus pouvoir retrouver son ami, mais il continue. Car c'est ça l'amitié. Lorsque de nouveau je me glissais entre les murs et les piliers géants des Andes, il me semblait non plus te rechercher mais veiller ton corps, en silence, dans une cathédrale de neige.
Guillaumet réussit à survivre à 4 jours de marche dans les hautes montagnes, en hiver, sans aucun équipement. À l'arrivée, il lâche cette phrase devenue célèbre. « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». Son avion ne sera retrouvé que plusieurs mois plus tard. Braver la mort, accomplir l'impossible, la légende de l'aéropostale était en marche. Saint-Exupéry l'exaltera plus tard dans ses écrits. Affronter la mort pour porter le courrier. Certains trouvaient ça complètement absurde, tandis que lui disait, mais on s'est engagé pour cela. Il dit, mais la vie de l'homme ne vaut pas un paquet de lettres. Il dit, mais pas du tout, puisque c'est le devoir qui compte. On s'est engagé à le faire. La vie de l'homme vaut le devoir, vaut l'engagement qu'il prend. De retour à Buenos Aires, après avoir affronté tous les dangers, la bande fête les retrouvailles. Un soir, Syntex rencontre Consuelo Sunchin, jeune veuve de 30 ans, celle qui va lui inspirer la Rose du Petit Prince. Il tombe sous le charme. Il fait le grand jeu, quoi. Hein. Il l'amène dans l'avion, il lui fait faire des loopings au-dessus de Buenos Aires. On est malade, on atterrit enfin. Il lui dit, ben, venez chez moi. Il l'invite chez elle, mais je dormirai à côté, dans la chambre d'à côté. Prenez ma chambre. Il dort effectivement d'abord, il dort sur un canapé dans le salon, et au petit matin, ils sont ensemble. Le mariage est célébré en France le 12 avril 1931. 2 semaines plus tôt, l'aéropostale a été déclarée en faillite. Sa dépouille sera offerte à Air France. On change d'époque. Le temps des fous volants est révolu. Mais la légende de l'aéropostale perdurera. Elle le doit beaucoup à son ancien employé, Antoine de Saint-Exupéry. S'il n'y avait pas eu les écrits de Syntex, est-ce qu'on aurait parlé autant de l'aéropostale? Moi, je m'interroge. Syntex ne quitte pas l'aéropostale les mains vides. De ses nombreuses aventures, il tire 2 romans, Courrier Sud et Vol de nuit. Un pilote écrivain, une nouvelle page dans sa légende. Vol de nuit est publié chez Gallimard en octobre 1931. La critique est élogieuse. Le livre obtient le prix Femina. Pour un jeune auteur, c'est la consécration. Malgré son succès, Saint-Exupéry a des problèmes d'argent. Il dépense sans compter. À Paris, il mène une vie de bohème en fréquentant des bars et des brasseries chics. Quand il va chez Lippe, à Saint-Germain-des-Prés, qui est sa cantine, il invite à sa table 10-15 personnes, et il paye. L'argent n'a jamais constitué un problème pour lui. Il n'en a pas. Quand il en a, il le dépense. Il est capable de vous demander de lui prêter une somme avec laquelle il vous paye le dîner parce qu'il vous invite à dîner. Ses dettes sont pharaoniques. Il doit notamment à son ami Jean Mermoz une somme colossale, l'équivalent de 200 000 €. Sa vie de couple a du plomb dans l'aile. Consuelo, qui n'a pas le caractère facile, lui en fait voir de toutes les couleurs. Il le lui rend bien. Il vit d'appartement en appartement, il déménage très souvent, sans avertir sa femme, il déménage, on retrouve le mobilier sur la rue, alors qu'elle est chez la coiffeuse, elle revient, ça y est, il a déménagé, il a pris une suite au Lutetia, et puis il peut tout aussi bien vivre dans une chambre de bonne avec elle, et puis il disparaît, et puis il réapparaît, voilà, il mène une vie qui est assez extravagante. Syntex tourne en rond et il a besoin d'argent. Il se laisse donc tenter par la prime de 150 000 francs proposée par le ministère de l'Air pour effectuer le raid Paris-Saïgon. Saint-Exupéry possède depuis peu un des avions les plus rapides de l'époque, un Caudron Simoun C-635 offert par une riche admiratrice. Avec cet appareil qui peut atteindre la vitesse de 300 km/h, il peut s'attaquer au record d'André Japy. Il voulait battre ce record-là. 98 heures et quelques, ça veut dire des étapes le plus longues possible. On s'arrête,
On remet de l'essence, on vérifie le moteur, l'huile est au niveau et on repart aussi sec. Bizarrement, on a l'impression d'un raid qui a été assez mal préparé, qui n'a pas été très élaboré dans la préparation. Et on finit par se poser la question de savoir est-ce qu'il n'est pas parti dans ce truc-là pour échapper à quelque chose. Le départ est prévu le 29 décembre 1935 à l'aérodrome du Bourget. La météo est mauvaise, mais il faut partir coûte que coûte. Syntex finit par décoller en compagnie de son mécanicien, André Prévost. Cap plein sud. Le vol commence mal. Le pilote navigue entre les averses. La traversée de la Méditerranée est mouvementée, les nuages sont bas, la mer dégage des vapeurs. Escale à Tunis, on fait le plein, puis Benghazi à 22h. L'escale ne dure que 20 minutes. Il a remplacé certains appareils de bord pour avoir plus d'essence pour pouvoir battre un record. Cap vers le Nil qu'il faut franchir à la moitié du segment, entre Alexandrie et Le Caire. La fatigue commence à se faire sentir. En général, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui un pilote automatique qui fait tout à la place du pilote. Donc c'est du pilotage actif pendant quasiment une journée. Le Simoun s'engage dans le désert, large de 1500 km. Le vent est favorable. D'après les calculs, l'appareil doit franchir le Nil vers 1h du matin. Il faut juste réussir à maintenir le cap. Pas facile en pleine nuit. Ayant renoncé au radionavigant pour embarquer plus de carburant, Syntex est obligé de piloter comme au bon vieux temps, à vue, sauf qu'il ne voit rien. Il prend la décision de redescendre pour pouvoir se repérer au sol. Toujours rien, pas une lumière. A-t-il dérivé vers le sud dans le désert? Vers le nord en pleine mer? L'avion est secoué. Il est en train de traverser le ventre d'un cumulus. Saint-Exupéry continue à descendre sans savoir qu'il court à la catastrophe. Son altimètre n'indique pas la bonne valeur. Les appareils de bord qu'il avait encore étaient très inexacts. Il y a un calcul à faire entre la pression atmosphérique qui n'est pas la même sur le continent, au-dessus de la Méditerranée, au-dessus du désert. L'appareil est encore dans la masse épaisse des nuages. L'altimètre indique 400 mètres d'altitude. Ils essayent d'apercevoir le sol. Toujours rien. La nouvelle se propage à Paris. Syntex a disparu. La presse s'enflamme. Les secours s'organisent. Plusieurs jours passent sans nouvelles. Le 2 janvier, elles arrivent enfin. Les aviateurs de Saint-Exupéry et Provost ont été retrouvés sains et saufs. Après plus de 3 jours de marche harassante dans le désert, les 2 aviateurs ayant échappé par miracle à la mort sont arrivés au Caire. De Saint-Exupéry se repose de ses fatigues dans les jardins du Continental, en compagnie de son Excellence, Monsieur de Vitas. Ah oui, il a tellement eu de soif que, au moment où le lendemain il se trouve au Caire, il se met 3 bouteilles de whisky et il navigue de l'une à l'autre. Et il est très content de pouvoir boire du frais whisky. Il échappe à la mort par miracle. Il en est déjà à son 7e crash. Dans le désert de Libye, en voulant descendre pour éviter une couche nuageuse, ben il a percuté la planète, comme disent les pilotes. Hein. Et un coup de chance, sans doute par précaution, il devait descendre presque à plat. Hein, il ne descendait pas en piquant très fort, en descendant presque à plat. Il a touché sur un endroit à peu près plat aussi, il a touché en parallèle. Alors il a fracassé l'avion, quand on voit ce qu'il en reste, l'essence n'a pas pris feu. Heureusement, parce que de l'essence, ils en avaient, comme disent vulgairement les pilotes, ils étaient bourrés d'essence jusqu'à la gueule. C'est un crash qui, dans les conditions techniques de l'époque, est un crash qui est compréhensible, qui est explicable, mais de là à dire qu'il est excusable, là on peut aussi dire, tiens, Syntex aurait peut-être mieux fait de mieux préparer son truc, quoi. Syntex s'en sort bien. Sa victoire sur le désert éclipse l'échec du raid. À son arrivée à Marseille, il est acclamé par une foule euphorique.
Les reporters, les journalistes l'attendaient à la descente du bateau avec sa femme. C'était quelque chose d'extraordinaire, hein, parce que justement, il défie les consignes de sécurité. La mort n'a jamais fait peur à Saint-Exupéry. Il l'accepte avec la même simplicité, c'est comme ça. Puis, s'il faut mourir, on meurt, c'est tout. Sa popularité est au zénith. Les ventes de ses livres explosent. Et pas qu'en France. Saint-Ex est très populaire aux États-Unis, où un film est tiré de son roman Vol de nuit. Paradoxalement, il a su transformer son échec en triomphe. C'est là où il acquiert la dimension du héros, hein, du héros magicien. En réalité, il transposait dans la possibilité d'effectuer ce raid la manière de se comporter des pilotes de l'aéropostale. L'aéropostale, on y va et on passe. Et il le fera ensuite quand il sera militaire. On y va, on passe. Il n'y a pas de raison, on passe. 2 ans plus tard, en février 1938, Saint-Exupéry tente un nouveau raid, New York, terre de feu. Il a toujours besoin d'argent. Cette fois, il y va, mais ça casse. L'accident de Guatemala est d'une stupidité étonnante. Il a oublié que le gallon d'essence n'est pas le même poids aux États-Unis et au Guatemala, en Amérique latine. Il est trop chargé, sa masse maximale est dépassée. La masse maximale, c'est la masse au-dessus de laquelle un avion, avec la puissance du moteur qu'il a et à l'altitude de laquelle il décolle, parce que l'altitude a de l'influence sur le rendement d'un moteur, la masse dépassée, on ne décolle pas. Le caudron surchargé prend son élan, décolle de quelques mètres avant de s'écrouler dans une carrière en bout de piste. Saint-Exupéry et Prévost manquent de peu d'y passer. Bon voilà, c'est à la fois cette désinvolture, cette poésie qu'il installe à un moment donné, et aussi cette sorte d'invincibilité quand même qu'il exprime à chaque fois. L'invincibilité, peut-être, mais le bilan est très lourd. Saint-Ex est cassé de partout. Consuelo raconte dans ses mémoires comment elle le retrouve. Elle le retrouve avec pratiquement un œil sorti de son orbite, elle le retrouve complètement défiguré, avec des brisures. D'ailleurs, il appelle ça les démolitions de mon corps. Les blessures sont tellement graves que les médecins sont unanimes. Saint-Exupéry ne volera plus qu'en tant que passager. Mais les événements en Europe vont changer la donne. Le 1er septembre 1939, les nazis envahissent la Pologne. La France déclare la guerre aux Allemands. Trois jours plus tard, Antoine de Saint-Exupéry est mobilisé avec le grade de capitaine qu'il a acquis dans les réserves. Il aurait pu être dans un bureau au ministère ou conseiller en relations publiques, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, en propagande pour tel ou tel ministre, etc., qui aurait été trop flatté d'exhiber Saint-Exupéry, l'auteur connu, l'aviateur, le truc, le machin. Pas du tout, il a voulu y aller, et il y est allé. Il est affecté à Toulouse dans une unité de formation de pilotes. Son expérience serait utile aux jeunes. Il est hors de question qu'il vole. Mais Saint-Ex n'envisage pas de rester à l'écart des combats. Il a préféré tirer toutes les ficelles possibles et imaginables et organiser des véritables complots pour aller dans une unité effectivement combattante. La hiérarchie militaire cède à la pression du désormais célèbre pilote-écrivain. On le transfère dans l'unité 233 de grande reconnaissance. Il y a un vieux dicton qui dit, un dicton de l'armée de l'air française qui dit que le pilote de reconnaissance, c'est un pilote de chasse à qui on a greffé un cerveau. Ça lui allait bien. Après avoir été pilote de ligne, puis pilote de raid, le voilà pilote de guerre. Ainsi s'ouvre une nouvelle page, une des plus glorieuses de sa légende, celle du sacrifice pour son pays. Les missions de reconnaissance se succèdent, plus suicidaires les unes que les autres. À Arras, il doit survoler à 700 mètres d'altitude une plaine couverte de DCA allemandes. Il présente une cible parfaite, un vrai cadeau pour les tireurs ennemis. Pendant de nombreuses minutes, l'appareil est canardé, mitraillé, secoué par les explosions. Quand il se pose finalement à Orly, l'avion est troué de partout. Il a encore échappé à la mort. Sacré vénard, ce Saint-Ex.
Saint-Exupéry ne cherche pas le danger, il ne cherche pas à se mettre en valeur, et il considère qu'il a un devoir envers les hommes, et qu'en vertu de ce devoir, ce qui doit être fait doit être fait. La guerre bat son plein. L'unité 233 y laisse des plumes. Fin mai 1940, sur 23 pilotes, 17 manquent à l'appel. Ces missions qu'il faisait par-dessus le marché, elles étaient inutiles à cause de l'incapacité d'une hiérarchie militaire complètement dépassée, inconsciente. La situation évolue vite. L'offensive éclair des Panzers dans les Ardennes surprend le haut commandement français. Les lignes de défense sont désorganisées. La riposte est faible et inefficace. Les Allemands progressent vite vers Paris. C'est la débâcle. 3 semaines plus tard, les troupes nazies défilent sur les Champs-Élysées. L'armistice est signé le 22 juin 1940. La guerre est finie. Pas pour Saint-Ex. Il veut continuer le combat de l'autre côté de l'Atlantique. Il est parti aux États-Unis, en fait, au début, pour convaincre les États-Unis d'entrer en guerre. Ce que c'était loin d'être gagné. En escale à Lisbonne, une terrible nouvelle le rattrape. Guillaumet a été abattu au-dessus de la Méditerranée. Après la disparition de Jean Mermoz dans l'Atlantique Sud, c'est le dernier de ses amis de l'époque de l'aéropostale qui disparaît. Guillaumet est mort. Il me semble ce soir que je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus personne à qui dire. Te souviens-tu? À peine arrivé à New York, il écrit un roman sur son expérience. Pilote de guerre. Publié à la fois en anglais et en français, il reste 6 mois sur la liste des meilleures ventes. D'après un critique américain, c'est la meilleure réponse que les démocraties aient pu trouver jusqu'ici à Mein Kampf. Côté français, l'accueil est plus mitigé. Bon, la critique française est extrêmement muselée à l'époque, évidemment. Elle est muselée par l'occupation et tous les critiques qui ont droit de citer, si j'ose dire, c'est le cas de le dire, qui ont droit de citer en France, évidemment, ce sont des partisans vichistes ou des partisans ou des collaborateurs. Donc, évidemment, un texte comme Pilote de guerre ne pouvait être que assez mal reçu. Du côté des partisans de De Gaulle, on n'aime pas le livre non plus. Saint-Exupéry hésite à se déclarer gaulliste. Il reproche au général d'avoir des velléités autoritaires. On voudrait qu'il s'engage dans un camp ou dans l'autre. D'ailleurs, De Gaulle lui fait de genoux et Saint-Exupéry ne marche pas. Il n'aime pas les militaires par-dessus le marché. Il se positionne en français et pas en gaulliste, en pétainiste, en n'importe quoi qui se termine par « iste ». La droite pétainiste ne l'aimait pas, les gaullistes ne l'aimaient pas. Peu de gens l'aimaient, mis à part quelques intellectuels. Faut dire ce qui est. Il déteste la vie new-yorkaise, celle où les résistants français en exil sabrent le champagne en compagnie de Greta Garbo et Marlène Dietrich. Pour lui, les vrais résistants sont dans le maquis du Vercors. Il dit que s'il reste sur le territoire américain, loin de l'engagement physique, il devient impur. Il parle d'impureté. Et à un moment donné, il dit « Je pars pour me laver dans la mitraille ». 8 novembre 1942. Débarquement américain en Afrique du Nord. Saint-Ex veut être de la partie. Mais son âge et son état de santé de plus en plus grave ne lui laissent aucune chance. Tout le monde essaie de le retenir, même sa femme, avec laquelle il ne vit plus. On lui dit que sa plume serait plus utile que son arme. Il ne partage pas cet avis. J'ai 42 ans. J'ai subi des tas d'accidents. Je ne puis même pas me jeter en parachute. Et je pars quand même. Moi qui ai toutes les raisons de rester. Je ne pars pas pour mourir. Je pars pour souffrir et ainsi communier avec les miens. La littérature, tout le monde en fait de la littérature, ça c'est du papier. Mais aller au combat, ça il faut le faire. Et pour Saint-Exupéry, c'est d'une telle évidence que jamais il ne se pose la question
il ne pourrait ne pas le faire. Les autres se la posent pour lui. Et c'est le combat qu'il mène avec tous les généraux, avec tous les officiers de l'armée américaine, avec tous les fonctionnaires. Et finalement, c'est lui qui a gagné. Syntex finit par être réaffecté dans son unité 233 qu'il doit rejoindre en Afrique du Nord. Il laisse à New York ce qu'il a de plus précieux. Son appareil photo et le manuscrit d'un conte pour enfants, Le Petit Prince. Ce petit livre auquel l'auteur ne prête pas beaucoup d'attention sera un succès planétaire. Traduit en 270 langues, il se vendra à plus de 130 millions d'exemplaires. Mais Saint-Exupéry ne le saura jamais. À son départ pour l'armée, il reçoit de la part de ses éditeurs américains un cadeau d'adieu, une petite gourmette en argent. Personne ne pouvait deviner le rôle que jouerait ce petit objet dans la légende de Syntex. Ce printemps 1943, l'escadrille de Saint-Exupéry reçoit enfin les nouvelles merveilles de l'industrie aéronautique américaine, les avions Lockheed P-38 Lightning. Ces appareils ultra rapides volent à 700 km/h, plus vite que les meilleurs avions allemands. Le P-38, c'est presque un vaisseau spatial. C'est un engin qui est capable de voler au-delà de 10 km d'altitude, mais il n'a pas tout ce qu'on a inventé depuis pour le faire tranquillement. En particulier, il n'est pas pressurisé. Autrement dit, on est assis dans une baignoire en aluminium. Au-dessus de la tête, on a un profilage en plexiglas, mais qui vibre et à la limite, on donne un coup de poing dedans, on le casse. Pour vous dire, sur le P-38, il y a même des glaces latérales, comme dans les voitures d'autrefois, avec deux manivelles. On tourne les manivelles, on baisse les glaces, on les remonte. Donc c'est un avion plein de courant d'air. En plus, on voit rien. Sur les côtés, on est assis au milieu des ailes, on a les ailes de part et d'autre, on a les deux moteurs sur l'avant. La seule façon de voir au sol, c'est d'incliner l'avion. Ça va très vite, ces avions-là. Très vite, très haut, ça pose des problèmes, rien qu'en matière de navigation, par exemple. Encore une fois, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a rien. Il faut tout faire aux neurones. Les types qui pilotent ça, c'est le haut de la pyramide en matière de compétences. De telles performances exigent des pilotes qu'ils puissent supporter des conditions de vol extrêmes. Les autorités américaines déclarent que les P-38 seront confiés uniquement à des pilotes expérimentés de moins de 30 ans. Le seul pour qui on fait une exception est le commandant Saint-Exupéry, âgé de 43 ans. C'est un cas unique. Il n'y a certainement pas un Américain dans toute l'US Air Force ou l'US Marine Corps ou l'aéronaval qui a volé sur des avions haute performance à l'âge qu'il avait. Les pilotes de son escadrille disaient « De Gaulle a lancé un appel, Syntex est venu le signer. » Oui, mais à quel prix? Il avait beaucoup de mal à monter dans le Lightning, il fallait qu'on l'aide. Il n'avait pas beaucoup de souplesse. Il a des problèmes respiratoires, il a des problèmes d'arthrose, des rhumatismes, des épaules qui sont démises. Bon, il est au plus mal. Le calvaire de l'entraînement commence. La cabine du P-38 est non climatisée, non pressurisée. La température peut atteindre moins 45 degrés. Étant cassé de partout, Saint-Exupéry éprouve des douleurs atroces. Les médecins savent très bien que les cassures provoquent, dans ces conditions, des dégagements d'azote, avec des risques d'embolie. Des tas de gens ne comprennent pas pourquoi il est là. Pourquoi il n'est pas resté à New York à attendre son prix Nobel de littérature? Il l'aurait eu, c'est évident. Il retrouvait ce monde auquel il appartenait. Et ses missions, il s'est porté volontaire pour les faire. Il a fallu en plus qu'il insiste pour avoir à les faire. Moi, je trouve ça incroyable aussi. Il y a des tas de trucs comme ça dans son comportement. C'est incroyable. Personne ne comprenait, d'ailleurs. À plusieurs reprises, il revient des vols complètement étourdi, à la limite de l'évanouissement. Il fait des bourdes. À la suite d'une erreur à l'atterrissage, son avion part à la casse. Saint-Exupéry est immédiatement suspendu. Le destin lui donne encore une chance de changer de cap, mais il persiste. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que parce qu'on avait cassé un avion, mentalité américaine. Les avions P-38, il n'y en a pas beaucoup. C'est nos meilleurs avions à l'heure actuelle.
pas question que quelqu'un qui en casse puisse continuer à voler et risquer d'en casser un autre. Il s'adresse à ses supérieurs américains, des gamins de moins de 30 ans. Lui qui ne parle pas un mot d'anglais a appris une phrase par cœur. « I want to die for France ». Comme il vous plaira, mais pas à bord de nos avions, répondent les Américains. C'est vraiment mal connaître l'intéressé. Il va remonter jusqu'au commandant des forces alliées, Eisenhower, qui aurait lâché « Réintégrez-le, il nous embêtera moins en l'air que sur terre ». Une voyante lui prédit qu'il périra dans les vagues. Peu lui importe. Sa situation est difficile. Il se sent seul, physiquement usé, rejeté par les partisans de Gaulle, de plus en plus nombreux. Discussion écœurante. Polémique, calomnie. Mon Dieu, que les hommes me dégoûtent. Je suis seul, seul, plus seul que mort. Il a le sentiment d'un combat perdu d'avance, mais qu'il doit mener, et il le mène. Et il va se battre jusqu'à la dernière seconde. Il continue. Il effectue des missions de reconnaissance dans le sud de la France. Le débarquement allié en Provence se prépare. Le jour de son 44e anniversaire, on lui confie une mission dans la région d'Annecy. Un moteur tombe en panne. Les chasseurs allemands le recherchent dans le secteur. C'est cuit. Syntex prend une décision qui peut paraître suicidaire. Il traverse les Alpes, emprunte la vallée du Haut-Pô, puis oblique vers Turin et Gênes. Les DCA allemandes et les chasseurs le laissent passer, personne ne pouvant imaginer qu'un appareil ennemi puisse survoler des régions puissamment armées. La chance lui sourit de nouveau. Pour combien de temps encore ? Il sait que ce sont ses derniers vols, il sait qu'il ne pourra plus jamais piloter, non pas parce qu'il a atteint un âge canonique pour être pilote, mais surtout parce qu'il est détruit physiquement. Ses amis sentent que chaque vol peut lui être fatal. Ils trouvent une combine pour le clouer définitivement au sol. Tout combattant qui risque d'être fait prisonnier par les Allemands, par exemple un pilote qui serait abattu au-dessus de la France et qui serait au courant de l'imminence du débarquement et des plans de débarquement, tout pilote est interdit de vol au-dessus des territoires occupés par les Allemands. Normalement, son patron, Gavoil, devait lui dire le débarquement, c'est prévu pour telle date. Et donc, à partir de ce moment-là, il aurait été interdit de vol et l'affaire était réglée élégamment. C'est le 31 juillet 1944 qu'on veut révéler le plan de débarquement à Syntex. On le laisse effectuer son dernier vol. À 8h45, il décolle de l'aérodrome de Borgo, en Corse, pour une mission de reconnaissance dans la région de Lyon. 5 heures passent. L'avion n'est toujours pas rentré à la base. Aucun signal de détresse n'a été reçu. Quelques jours plus tard, Antoine de Saint-Exupéry a officiellement été déclaré disparu en mission. Longtemps, les événements de cette journée ont été un grand mystère. Son avion a-t-il été abattu par un chasseur ennemi? Victime d'une panne, s'est-il écrasé dans les Alpes ou dans la mer? Syntex s'est-il suicidé? Dans sa dernière lettre qu'il n'a pas eu le temps d'expédier, il écrit « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien ». Dans les années qui ont suivi, de nombreuses recherches ont tenté de percer le mystère de sa disparition. Elles n'ont rien révélé. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que la vérité a commencé à refaire surface, grâce à une petite gourmette en argent. Le 7 septembre 1998, au large de Marseille, un pêcheur local, Jean-Claude Bianco, fait une découverte incroyable. Il trouve dans sa cargaison de poissons un petit objet en argent. La plaque était toute noire. D'un côté, il y avait le bracelet entier, de l'autre côté, il y avait qu'un maillon. Et donc, je mouille mon doigt et je frotte sur la plaque pour voir ce qu'il y avait écrit. Et là apparaît Antoine.
Alors je me tourne vers Habib, je dis tiens, le con qu'il a perdu s'appelle Antoine. J'ai dit tous les Antoine, c'est des cons, ils perdent tout. Et puis la curiosité me pousse, donc je remouille mon doigt, je refrotte, et là apparaît de Saint-Exupéry. Je dis qu'est-ce que c'est cette histoire? Découverte étonnante dans les calanques de Marseille. Et la découverte de la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry est comme un signe du destin. Les recherches pour retrouver le Lightning P38 ont commencé. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que l'appareil se trouvait plutôt au large des côtes varoises. Jean-Claude Bianco fait appel à la Comex, une société spécialisée dans la recherche sous-marine. Son patron, Henri-Germain Delauze, rêve depuis longtemps de retrouver l'avion de Saint-Exupéry. La Comex se met à sillonner la mer et le secteur de l'île de Riou. Leur manœuvre attire l'attention d'un plongeur professionnel, Luc Vanrel, qui connaît bien l'endroit. Au début des années 80, Vanrel, au cours de ses entraînements, repère un avion mais ne pense pas une seconde qu'il puisse s'agir de l'avion le plus recherché du monde. Mon père, chaque fois que je trouvais une épave d'avion, me demandait toujours « Tu es sûr que c'est pas l'épave de Saint-Exupéry ?» Et je lui disais toujours, mais je faisais toujours la même réponse. Mais non, Saint-Exupéry n'a rien à faire aussi loin à l'ouest de sa route. Saint-Exupéry doit être plus près des Alpes, vers Nice probablement, Menton peut-être. L'affaire de la gourmette et l'arrivée de la Comex sur le secteur lui font penser que l'épave qu'il connaît depuis longtemps est bel et bien l'avion de Saint-Exupéry. Mais il a besoin de preuves. Et en attendant, il ne veut surtout pas en parler à la presse. Si on repart dans une aventure médiatique aussi puissante que celle qui a provoqué la gourmette, je ne vais pas pouvoir travailler tranquillement parce que la Comex se balade en mer avec des meutes de journalistes derrière le bateau, donc qui la suivent avec des Zodiacs, qui s'invitent à bord, qui veulent tout savoir parce qu'on attend que Comex trouve l'épave. C'est ce qui est annoncé et attendu. Mais la Comex ne trouve rien. Les sonars ultra performants n'arrivent pas à sonder le fond près des rochers de l'île. Cela laisse une chance à Luc Vanrel. Syntex a disparu sur un modèle P38 nouvelle génération. Sur 5 modèles abattus au-dessus de la Méditerranée, 4 ont déjà été formellement identifiés. Si Vanrel arrive à prouver que l'avion de l'île de Riou est un P38 nouvelle génération, cela voudrait dire que l'énigme de Syntex est résolue. Luc Vanrel doit replonger pour trouver une preuve qu'il s'agit bien d'une version récente de P38. Pas facile, à 87 mètres de profondeur. La narcose qui peut être mortelle, on peut perdre connaissance à cause de la pression partielle de l'azote que l'on va respirer, qui est un des constituants de l'air. Et même l'oxygène à ces profondeurs-là devient neurotoxique, donc peut provoquer aussi des crises du type d'une crise d'épilepsie qui se conclut par une noyade. Sur 2 heures de plongée, il n'a que 13 minutes de travail au fond. Il faut faire vite. Cette épave, ce qu'il en restait du moins, représentait moins de 20% de l'avion sans les moteurs. Ce sont des résidus dans un état catastrophique, lamentable, mais découpés, ficelés, il n'y a plus rien. Ce n'est même pas un avion, c'est méconnaissable. C'est un tas de ferraille, ce que l'on voit au fond. Il décide d'inspecter le turbocompresseur dont les pièces sont les plus accessibles. Bingo! Sur le peu de vestige qu'il restait, il y avait une écope d'entrée d'air très particulière et spécifique au type J des P38. Les 2 chercheurs sont désormais convaincus, c'est bien l'avion de Syntex. Mais les médias commencent déjà à mettre en doute leurs résultats. Il faut une preuve formelle, un numéro de série. Il faudra attendre 3 ans pour que les débris soient remontés et que Philippe Castellano et son équipe puissent les examiner. L'occasion se présente enfin le 27 septembre 2003. Au bout de quelques heures de recherche, c'est Brian Sivogt qui tire le bon numéro. Je regarde, je cherche un peu, et puis à un moment, je vois effectivement 4 chiffres, 27, 34, et puis un 7 à l'envers, en fait. Jusque-là, bon, je dis, c'est bizarre, ils sont frappés un peu à l'emporte-pièce. Je me dis, tiens, bon, qu'est-ce que ça peut être? Tout s'est arrêté d'un coup dans ma tête. J'ai dit, oh, les gars, là, c'est fini, là. C'est fini. Alors, il me regarde, il me dit, de quoi qui est fini? Il me dit, c'est fini, l'affaire est terminée, elle est concluse, on a identifié l'avion de Saint-Exupéry.
Je vous le disais en titre, le mystère Saint-Exupéry est donc éclairci. L'avion à bord duquel Antoine de Saint-Exupéry a trouvé la mort a été formellement identifié. Quelques années plus tard, nouveau rebondissement. Un ancien pilote de la Luftwaffe, Horst Ripper, affirme avoir abattu un P-38 au-dessus de Marseille le jour de la disparition de Saint-Exupéry. Ce témoignage est une pièce maîtresse pour comprendre ce qu'il s'est passé le 31 juillet 1944. 8h45, le Lightning numéro 223 décolle depuis le terrain situé à 15 km au sud de Bastia, avec 6 heures d'autonomie pour une mission de reconnaissance sur le secteur de la Savoie et de la Haute-Vallée du Rhône. 10h, la station radar allemande de Chazelles-sur-Lyon met la chasse en alerte. Un appareil isolé effectue à haute altitude des va-et-vient entre Annecy et Grenoble, puis vire plein sud et disparaît des radars vers Draguignan. 10h15, le caporal allemand Horst Ripper décolle de la base d'Aix-les-Milles avec pour mission de repérer et d'attaquer l'appareil ennemi sur la bande Toulon-Marseille. Vers 11h, Horst Ripper aperçoit enfin un Lightning P-38. Je suis sorti d'un virage et j'ai tiré sur les ailes. Le Lightning pique verticalement de 3000 mètres vers la mer et s'y écrase. À l'heure qu'il est, cette version ne tient qu'à la parole d'Horst Ripper, disparu en 2013. Aucune preuve formelle ne la confirme. On est sûr d'une chose. Comme ses amis de l'aéropostale, Mermoz, Guillaumet et tant d'autres, Saint-Exupéry a disparu en mer. Il est parti, retrouver ses camarades. Lié à nos frères par un but commun, et qui se situe en dehors de nous, alors seulement nous respirons. Et l'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est pas nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble, dans la même direction.